Si bien évidemment, l'objectif final lorsqu'on mène une reconquête amoureuse, c'est de reconstruire son couple avec la personne qu'on aime toujours, sur le chemin, on va quand même apprendre pas mal de choses et dégager des bénéfices qui vont rester en nous et qui vont nous améliorer en tant que personne et améliorer aussi nos capacités relationnelles. De quoi je parle? Eh bien, vous allez le voir, nous discutons aujourd'hui donc 3 bénéfices de la reconquête amoureuse et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'intéresse à 3 bénéfices de la reconquête amoureuse. Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité un petit peu sur le titre. Je me suis dit qu'on pouvait même appeler ça des objectifs cachés. On est dans cette logique de compartimentation et on est surtout dans cette logique où assez rapidement, on va comprendre que la reconquête amoureuse, en tout cas comme prônée sur cette chaîne, est une façon de voir les choses, une méthode, une manière de vivre finalement son quotidien et son relationnel avec l'autre et de relativiser certaines choses qui ont été perdues au moment de la rupture, voire même de les regagner, d'où l'idée d'objectif. Et je ne vous parle pas évidemment de la vie avec l'autre et de l'objectif final, mais de tout ce que sur le chemin, finalement, on va apprendre, on va comprendre et on va emmener avec nous, que d'ailleurs la reconquête amoureuse soit un succès ou non. Vous le savez, je parle très souvent de reconquête de soi, et la reconquête de soi, elle passe aussi justement à travers l'amélioration globale de nos capacités relationnelles. Notre première victime ou cible étant effectivement la personne qu'on aime toujours. Ce qu'il faut statuer en début, en introduction de cette vidéo, c'est qu'une rupture amoureuse, par définition, est un conflit. Comme je le dis souvent, pas forcément armé, c'est pas nécessairement un combat de catch dans la boue, mais on a quand même 2 oppositions de vision, 2 oppositions intellectuelles et des argumentations qui vont complètement l'une contre l'autre. Forcément, au moment de cette décision unilatérale, on va perdre beaucoup pour soi, en termes de vision du futur, en termes de confiance en soi, tout ce qui va nous toucher directement dans notre capacité à trouver de la force, j'ai envie de dire, pour vivre notre vie de tous les jours, mais aussi donc dans le rapport à l'autre. Et en suivant les principes qui sont partagés, qu'on partage ensemble, c'est vrai qu'on va réussir à retrouver certaines choses et c'est ces 3 petites choses que je voulais lister et discuter aujourd'hui avec vous. Donc sans plus attendre, on commence par la première qui est la légitimité au contact. Comme je vous le disais, le fait qu'on vive un conflit, nécessairement, notre communication va se trouver complètement ébranlée. Face à nous, on a quelqu'un qui souhaite mettre de la distance. Qui dit distance dit forcément que les contacts vont en prendre un coup. Globalement, quand on a reçu cette nouvelle, on a eu tendance à argumenter, à peut-être être dans l'agressif, à être dans le listing des choses que l'autre aurait dû faire ou que nous, on n'a pas bien fait, de ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Et puis, quand tout ça, entre guillemets, se calme, qu'on n'a eu que d'autres choix que d'accepter la situation, puisque on nous a bien fait comprendre qu'il y avait une décision forte, le fameux pacte, la légitimité à l'échange s'arrête globalement, et c'est le cas de la plupart des gens qui viennent lors d'un premier coaching, c'est m'expliquer que les échanges tournent autour des détails matériels. L'organisation de l'échange d'affaires, les pensions alimentaires pour les enfants, les temps aussi où on a les enfants, l'organisation de la garde, les croquettes pour les animaux, qui garde quoi, quand, où, comment, voilà, c'est ce genre de choses. Ou dans les situations où par exemple on bosse ensemble, les échanges vont être extrêmement compartimentés, ça va être sur le boulot et pas trop sur autre chose parce que des 2 côtés, on marche un petit peu sur des œufs, on ne sait pas trop quoi se dire, on ne sait pas trop comment se le dire, etc. Et puis, avec la normalisation de cet état-là, vient au maximum cette idée de prise de nouvelles de temps à autre. Et quand on s'intéresse donc au principe de reconquête amoureuse, notamment à la communication et au système crise, à cette utilisation de mon environnement
pour créer quelque chose avec la personne que j'ai face à moi, bah, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a un retour d'une forme de légitimité, d'une forme de dynamisme, et tout à coup, on a beaucoup moins à s'interroger sur le « est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux ?» quand les retours deviennent positifs. Et ça, c'est quelque chose qui va même finir par être ludique, hein. Je vois des gens qui envoient des messages à leur ex et on sent ce truc au milieu où on n'a plus besoin de s'interroger sur ce que je viens de vous dire, hein, sur le droit ou la possibilité d'aller embêter l'autre, parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment, bien évidemment, où on est dans un système de communication qui est relativement aéré et qui est respectueux, enfin bref, quand on respecte les règles de ce fameux système de crise, ben on va s'apercevoir qu'on est dans une espèce de simplification de la communication, du rapport, et ça c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça crée un contraste qui est excessivement important avec la situation de base, à savoir non, maintenant c'est terminé, maintenant il y a une barrière, maintenant on n'a plus le droit, d'échanger, on n'a plus le droit de se voir, etc., etc. Et de cette communication, de cette connivence, va naître aussi la légitimité du coup à proposer du mouvement et à potentiellement se voir. Et la légitimité, c'est finalement quelque chose qui est véritablement au cœur de la reconquête amoureuse dont on a besoin, et c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça améliore aussi ce qu'on avait perdu, hein, vis-à-vis de soi, à savoir la confiance en soi et la vision potentielle d'un futur avec la personne qu'on a face à nous. Donc c'est le premier objectif caché, ou le premier donc bénéfice qu'on va réussir à retrouver et qui à mon sens est excessivement important. Le deuxième que je voulais mettre en relief, c'est la notion de complicité. Elle aussi, hein, elle en a forcément pris un coup au moment de la rupture, puisque par définition, on va mettre en relief ce qui nous sépare, hein. On parle plus de points communs, on parle plutôt de différences, on parle de déviance, on vous explique où les chemins ne sont plus concordants, concomitants, on va mettre en relief vos erreurs, vous allez potentiellement mettre en relief les erreurs de l'autre. Bref, on est dans l'idée qu'il y a plus une bifurcation qu'un rapprochement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, tout comme la légitimité finalement naît en premier lieu, puis se crée cette complicité, cette idée que même si rupture amoureuse il y a, et qu'on l'a bien actée et qu'on l'a bien comprise, même s'il y a ce fameux éléphant dans le couloir, eh bien il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui perdurent dans mon environnement et qui me permettent, à travers le déplacement du focus, de m'apercevoir que parce que nous ne sommes plus ensemble, ça ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut plus y avoir de moments de sourire, de moments de partage, de moments de cohésion, de moments tout simplement agréable, qui ne signifie pas nécessairement que je suis en train de te séduire ou que je suis acquis ou je ne sais quoi. Et sans parler de couple, cette idée de dynamisme et de mouvement sont techniquement des créateurs de confiance, hein. Le mouvement est ce qui crée le plus de confiance. On est toujours plus proche des gens avec qui on a le même objectif, avec qui on fait des choses, avec qui on a une communication qui est agréable, qui est souriante, qui est dynamique, que des gens avec qui justement on est plutôt dans quelque chose de statique, hein. Par exemple, beaucoup de nos collègues ou les gens qui sont au-dessus de nous, les N+1 au boulot, surtout ceux qu'on n'apprécie pas trop, là on va s'apercevoir, hein, il suffit de vous imaginer ces scènes où vous avez une réunion et où on est assis et où on se fait un peu taper sur les doigts parce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on devait. Là on sent, si vous voulez, justement ce manque de mouvement, cette difficulté à partager, cette difficulté d'avoir de l'empathie, et il y a souvent zéro complicité avec ces gens-là, puisque 17 heures pétantes, faut se barrer loin de cette personne, hein, très clairement. Et on le comprend, on l'a tous vécu, vous en faites pas. Mais l'idée de complicité, elle aussi, hein, finalement, elle va naître de mon environnement, de ma capacité à endurer certaines choses, de ma capacité à apporter du contraste, de ma capacité à être dans le sourire, peut-être parfois un peu béat, parfois un peu niais, en tout cas de l'extérieur c'est comme ça, sans doute qu'on vous catégorise quand on vous dit mais comment oses-tu communiquer avec ton ex, mais oh là là tu te fais marcher dessus, etc. etc. Tous les préjugés qui sont présents autour de nous. Nous non, hein, on est donc dans la recherche de légitimité, dans la recherche de complicité qui crée aussi un contraste, et je pense qu'il suffit de vous asseoir 5 minutes dans votre canapé, de regarder autour de vous et de vous dire voilà, dans mon environnement j'ai certainement des gens qui sont en pleine séparation ou qui ont vécu une séparation depuis un certain moment. Où en est leur rapport avec leur ex? Je pense que vous trouverez des gens qui sont en plein conflit ou alors qui juste ne se parlent plus du tout, et je pense que psychologiquement,
personnellement, dans l'accomplissement de soi, il y a une forme de fierté qu'on peut dégager du fait de se dire, voilà, on a vécu ensemble, ensuite il y a eu un conflit qui amène souvent des divergences absolues en termes de vie, en termes d'avis aussi, puisque souvent on se déteste. Moi je prends l'exemple de mes parents qui ne se parlent plus depuis 30 et quelques années. Je pense que la détestation est passée, mais on voit qu'il n'y a plus de légitimité parce qu'il n'y a pas eu de communication, et puis évidemment absolument aucune complicité. Je pense que, comme je vous le disais, il y a une forme de fierté à se dire, voilà, moi je crée du contraste vis-à-vis de ça, je suis dans quelque chose d'assumé, je suis dans quelque chose de dynamique, je suis dans quelque chose de souriant, je peux me regarder dans la glace en me disant que ce que je fais, on est très très loin de la manipulation, et c'est satisfaisant pour les deux parties, puisque ça fait diminuer aussi les culpabilités, vous savez, dont je parle aussi souvent, qui naissent nécessairement au moment d'une rupture amoureuse. Donc cette idée de complicité, c'est là aussi où on s'aperçoit que la communication, elle peut même devenir ludique. Comme je vous le disais, j'ai des gens qui échangent assez fréquemment avec leur ex, et ça se voit à travers les messages, parce que souvent on m'en partage quand même. Ça se voit qu'il y a cette volonté, en fait. Il y a cette volonté de partage, il y a ce sourire, il y a le « Ah, bien joué, tu as réussi à me faire marrer », et on a l'impression un petit peu de retomber en enfance, en tout cas de savoir appuyer sur les points qui vont faire marrer l'autre, et ça, en plein conflit, c'est quand même une plutôt belle arme, si vous voulez. La troisième idée, le troisième de ces bénéfices, c'est la simplicité. Et ça, moi, je trouve que c'est excessivement important, parce qu'on vit quand même dans un monde où on se prend la tête en permanence. On est tout le temps en train de catégoriser, de stratégiser chacune de nos actions. On a un objectif bien défini. Et en plus, on catégorise, on définit aussi la personne qu'on a face à nous. Si je fais ça, donc elle va faire ça, et comme ça, ce sera mon prochain move. Ça, c'est un truc que j'ai excessivement souvent comme question, c'est quoi la prochaine étape? On est déjà sur l'échiquier en train de se dire, alors là, je mets la tour en E4, et ensuite peut-être que je vais bouger mon cavalier. Et moi je me dis, mais non, on veut juste quelque chose de simple à vivre pour nous, avec donc la diminution de cette culpabilité, avec la création de légitimité, avec la création de complicité, et on veut quelque chose qui soit simple à vivre pour l'autre, sans se dire, ça y est, on est des ennemis, on ne peut pas, on ne doit pas, et réfléchir sur chacune des résonances qui sont liées à nos réponses, à nos actions, à nos mouvements, etc., etc. Quelque chose que je dis très souvent, c'est qu'on veut tout simplement une normalisation des rapports. Et qui dit normalisation des rapports, dit qu'il faut qu'on sorte aussi intellectuellement des réflexions qui classifient absolument tout ce qu'on fait. Je sais que l'une des plus grandes peurs, c'est la friendzone. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus il y a de cela 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être, mais en tout cas, elle est disponible sur le site, je vous la mettrai en lien sous cette vidéo, mais c'est quelque chose dont on a peur. Et moi, je me dis, dans cette idée de simplicité, mais pourquoi avoir peur de se rapprocher de quelqu'un et de se dire qu'à terme, c'est plus facile de se rapprocher encore plus d'une personne qui nous considère déjà comme quelqu'un d'agréable que comme notre ennemi. Phrase que je vois excessivement souvent quand notre ex, par empathie, au moment de la rupture, nous dit « mais tu sais, j'aimerais quand même qu'on reste amis parce qu'on s'est apporté énormément de choses ». Et là, j'entendais « non, jamais, moi, c'est pas ça ce que je veux. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi ». C'est pas la guerre. En tout cas, la vocation de la reconquête amoureuse, c'est justement d'éviter ce genre de choses et de rendre le truc le plus simple possible. Quelque chose que je dis très souvent, c'est que plus votre ex réfléchit, plus il ou elle s'éloigne de vous. Plus on est dans l'idée du symbolisme, plus on est dans l'idée de la séduction pure et dure pour lui montrer que nous, ce qu'on veut, c'est être ensemble et c'est tout. On veut absolument rien d'autre. Plus la personne face à nous ressent cette pression-là. Et moi, je me dis que la plus belle manière de se rapprocher de quelqu'un, c'est simplement d'être nous-mêmes dans la rénovation, j'allais dire, dans le contraste, dans le sourire, dans la manière dont vous traiteriez une personne que vous venez de rencontrer et que vous appréciez. Cette simplicité-là, quand on respecte les principes qui sont partagés sur cette chaîne, c'est quelque chose qu'on arrive bien souvent à mettre en relief et qui nous apaise aussi au quotidien et qui nous fait sans doute qui crée une forme de gratitude vis-à-vis de la relation d'abord, mais aussi de la rupture amoureuse, en se disant qu'effectivement il y avait des problèmes et qu'effectivement ça m'a mis sur une nouvelle voie, celle de l'amélioration personnelle, de la redéfinition de mes objectifs, du fait que j'avais peut-être trop tendance à rester sur mes lauriers et qu'aujourd'hui je deviens quelqu'un de plus compétitif dans la volonté d'apprendre, dans la volonté de m'améliorer, etc., etc., et que je ne suis pas uniquement dans l'attente de résultats de la personne
qui est face à moi, moi aussi j'ai compris qu'il fallait, et moi surtout, fournir le travail encore et toujours. Et ça, c'est des choses qui sont sans doute des à côté, et je sais que c'est pas l'objectif premier, on veut juste être avec l'autre quoi qu'il en coûte. Mais à bien réfléchir quand on se lance sur ce chemin et puis que derrière on utilise ce rétroviseur pour regarder, parce qu'il y a quand même de très belles choses à dégager au fur et à mesure de, non pas de l'utilisation des préceptes, mais de leur intériorisation. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, une dose de bonne humeur, de motivation. Il y a énormément de choses à apprendre du relationnel en se lançant dans la reconquête amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il faille absolument se lancer dans ce genre de processus, parce que ça va dépendre de vous, mais je pense que personne ne veut avoir d'ennemis, et se dire que jouer de la communication, du dynamisme, du sourire pour éviter justement que ce conflit ne soit que ça, je trouve que c'est quelque chose, d'intelligent et de beau. J'ai peut-être tort, n'hésitez pas à me le dire, vous avez les commentaires sous cette vidéo pour vous exprimer. Moi, je vais vous abandonner là, on en est à 15 minutes de vidéo, il paraît que je parle trop, il y a trop de blabla, m'a-t-on dit très récemment, ce que je peux tout à fait accepter. Donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, ce qui fait énormément de bien à l'algorithme pour monter, grappiller des places. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton et sur la cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Et vous pouvez aussi rejoindre le fameux groupe VIP sur YouTube. Vous voyez quand vous arrivez sur la page de présentation qu'il y a des vidéos qui sont réservées aux membres. Et pour devenir membre, il faut cliquer sur un des boutons rejoindre que vous trouvez absolument partout et qui vous permettent donc d'accéder à ces vidéos quotidiennes et même d'en modifier la programmation en ayant une ligne de contact directe avec moi. Voilà, j'ai fait le tour, je vous abandonne donc là et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!